Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Almami Mamoudouane qui présente aujourd'hui son recueil de poèmes Le secret des nuages. Je m'appelle Massamba Mbaye. Je pense que devant ils ont laissé, parce que j'ai présenté un autre ouvrage la dernière fois, un titre un peu pompeux là, mais je suis plutôt critique et puis lecteur, et je suis également journaliste, oui, ami de Almami. Je suis son travail depuis un certain nombre de temps. Je m'en vais vous présenter un peu le programme de la rencontre qui nous réunit aujourd'hui, du propos. Il y aura un mot de bienvenue de M. Bachir Kouni, directeur des opérations chez l'Harmattan. Je prendrai par la suite la parole pour 2 mots introductifs. Ensuite, il y aura une présentation du professeur Ngaïdé Abderrahman, qui est historien, mais qui n'en est pas moins poète également. Ensuite, on va laisser la parole à l'auteur. Par la suite, il pourra échanger avec le public avant le mot de clôture. Et après, pour la fin, il y aura la séance de dédicace. Monsieur Kouli, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, en vos titres, dates et qualités, je voudrais, au nom du Dr Abdoulaye Diallo qui empêchait aujourd'hui, vous dire tout le bonheur que nous avons de vous recevoir dans cette salle, à Medi Ali Dieng, pour présenter l'ouvrage de M. Wan, un recueil de poésie. Je voudrais déjà féliciter M. Wan parce qu'il a choisi d'écrire. Il a choisi un genre majeur, un genre extrêmement compliqué, extrêmement difficile, parce que ça demande beaucoup plus que de raconter. Ça va au-delà, parce que si vous vous rappelez de la lettre d'Arthur Rimbaud à Paul Déméné en 1871, si je m'abuse, il dit quelque chose comme ça par rapport à la fonction du poète. Il dit que le poète a 2 fonctions, c'est inspecter l'invisible et entendre l'inouï. Donc inspecter quelque chose qui n'est pas vu, qui ne peut pas être vu, et c'est pour cela qu'on est au-delà des nuages. Certainement, c'est le secret des nuages qu'il va nous livrer. Il inspecte ce qui est invisible, mais il entend l'inouï au sens latin, in auditus, qui signifie quelque chose qui n'a jamais été entendu. Donc M. Wan voit et inspecte ce qui est invisible et entend ce qui n'a jamais été entendu, et nous le ramène dans des termes assez simples, assez acceptables, assez audibles pour le lecteur simple comme moi. Donc, félicitations, M. Wan. Si, effectivement, l'Harmattan Sénégal, aujourd'hui, est devenu ce que nous sommes, c'est tout simplement grâce à des efforts comme les vôtres, parce que vous pouviez également faire comme d'autres qui restent tout simplement dans leur coin, sans pour autant produire. Mais aujourd'hui, vous avez pris donc votre courage pour sortir un ouvrage, une poésie sociale, parce que je viens d'aimer le sous-titre, certainement le professeur Abderrahman viendra sur ça. Et donc, dit tout le bonheur que nous avons de sortir un ouvrage comme ça, qui n'est pas tout simplement de la poésie pour faire de la poésie, mais c'est M. Wan qui nous fait découvrir d'autres réalités qui sont au-delà certainement du nuage. Je voudrais saluer l'ensemble de nos auteurs, dont le professeur Abderrahman Ngaïdé qui est là, qui est, il n'aime pas qu'on le dise, le recordman en matière de publication chez nous. Je crois que le jour de sa cérémonie de dédicace, on aura du mal à placer les livres parce qu'il en a énormément produit. Et c'est toujours beaucoup de bonheur pour nous de voir des auteurs qui publient comme ça, qui sortent beaucoup d'ouvrages. Donc sans plus tarder, je vais certainement rendre la parole au maître de cérémonie, que je remercie énormément d'avoir accepté de présider cette rencontre. Merci beaucoup. Que la fête soit belle aussi. Merci. Merci. Juste pour ma part, quelques mots avant de passer la parole au professeur Ngaïdé. Oui, Almami est un auteur relativement régulier. Et si sa plume s'est affirmée au-delà des frontières sénégalaises et au-delà de la France d'ailleurs, parce que pendant longtemps il a vécu là-bas et je pense qu'il a encore un pied là-bas. C'est plutôt comme quelqu'un qui ne faisait pas dans la versification, mais qui faisait plutôt dans le genre essai ou des genres un peu à l'approchant. Il est auteur d'une vitrine craquelée, Agir ici et survie. Le Sénégal entre 2 naufrages, le Diola et l'alternance.
l'éloge de l'évidence, les larmes du soleil, la cuisine france-africaine, quand la poétique rejoint le politique. Donc en fait, il a énormément trempé sa plume dans la chose politique, dans ce positionnement-là d'éveil par rapport à des consciences noires parfois assoupies, devant le naufrage du continent, mais un naufrage qui est ponctuel, parce que si on met l'histoire de l'Afrique dans une perspective beaucoup plus large, on réalise avec justesse que les Africains ont proposé plus que ce qu'on croit d'eux. Et s'il faut ne pas tomber dans le piège des contextes, etc., il faudrait, oui, sûrement ne pas y tomber, parce que ceux qui font l'histoire, ce n'est pas vraiment les contextes géopolitiques, etc., mais ce sont les hommes qui font l'histoire. Et il y a eu des hommes qui ont marqué l'histoire de ce continent et qui continueront à marquer cette histoire en prenant justement la parole. Et être poète, c'est être auteur, c'est se proposer de prendre la parole. De prendre la parole suivant un registre beaucoup plus parfois hermétique que lorsqu'on fait un essai. Le propre du poète est de dire que le monde est beau, oui. Le monde est beau, regardez-le comme il est hideux. Le propre du poète, c'est de pouvoir être dans des paradoxes, c'est pour pouvoir assumer des contradictions. Et c'est cela même qui ouvre son recueil de poèmes, parce que son premier poème, c'est Nuit noire, c'est paradoxe, pluriel. Et je le cite, Nuit noire au pluriel, nuits ensoleillées des rêveurs insomniaques, se réveiller pour combattre le malheur et l'injustice. Oui, pour Almami, les nuits peuvent être ensoleillées, parce que c'est quant à la possibilité de se dire oui, je me positionne dans une situation précise et je dis non ou je dis oui, parce que j'affirme ma liberté fondamentalement humaine, que réside peut-être la capacité de s'extraire d'une condition précise et de créer. Et le propre de la poésie, justement, c'est de proposer de manière relativement libre des éléments créatifs. Et il éprouve cette liberté-là même dans sa forme. Je ne vais pas insister sur les quatrains et les autres formes, mais en fait, il a opté pour une versification très libre. Et ce choix-là renvoie également à des postures qui sont relativement bien établies. Et lorsqu'il nous parle du secret des nuages, et c'est le deuxième point peut-être que je vais lire, parce que c'est un titre qui est assez énigmatique. C'est à la page 22 de son recueil. Il dit « Orage du cerveau qui gronde dans le cœur au rythme de ses mouvements systoliques qui libèrent les flux de la paix. » Oui, lorsqu'on se dit poète social, nécessairement, on met en contexte son propos par rapport à des choses qui sont relativement, qu'on peut peindre de manière très lyrique, mais on campe son propos aussi en se positionnant par rapport à des choses qui sont inacceptables. Et pour Almami, et je retrouve ça dans énormément de points de repère dans son texte, oui, un vieux clochard dans un métro à Paris, un enfant des rues, un réfugié qui devient une boule de chair qui s'échoue au bord de la mer, des clochards désabusés qui s'éteignent littéralement, alors qu'en fait, ailleurs, les gens sont sous des lambris dorés. Autant de choses l'interpellent fondamentalement. Ce qui l'interpelle également pour être un peu dans les propos de son engagement, parce que sûrement pour lui, oui, être poète, c'est s'engager à dire ce qui lui semble essentiel. Et il s'occupe également de politique, de pouvoir. Il parle aussi du cynisme des élites. Il parle d'exode. Il parle également
de justice et d'injustice, de paix et de fraternité. Il parle également de choses qui nous interpellent maintenant et qui doivent nous interpeller maintenant parce que l'avenir de la planète qui nous appartient tous y tient. Il parle également du climat. De l'industrialisation à outrance du monde et du point d'interrogation qu'on propose à nos enfants à la place d'un discours beaucoup plus fondé sur une construction pour le meilleur devenir de l'humaine condition. Autant de choses, autant d'éléments référentiels qu'on retrouve dans son recueil. Mais il n'y a pas que ça chez Almaami. Il y a également, oui, des petites références aussi qui sortent de ces contingences-là, parfois très sérieuses, entre guillemets, très contraintes. Lorsque, à la page 23 de son recueil, il nous parle de la beauté africaine, ce qui l'a intéressé, c'est juste un coup et des perles. Oui, c'est ça le propre du poète. C'est de pouvoir nous proposer, nous faire allègrement voguer entre plusieurs flots et de nous proposer des points de répit pour respirer avec lui et surtout réfléchir. Son recueil de poèmes se lit en un jour, mais ça se lit en un jour tous les jours de l'année, parce que toutes ces lignes nous donnent à réfléchir. Je n'en dirai pas plus. Merci. Je vais donner la parole au professeur parce que moi je ne suis pas très poète. Peut-être que quand deux poètes se rencontrent, il y a toujours de l'inspiration et plus que de l'inspiration dans l'air. Professeur, vous avez la parole. Un acquis pour reconnaître un homme qui était au cœur de notre moteur d'écriture, parce qu'il nous demandait toujours d'écrire. Je parlais de papa Amadi Alidien et que la terre le soit légère. Amen. Donc moi, je ne connais pas Almaami Mamadouane, je ne le connais pas du tout. Puisque je l'ai connu à travers son père qui était mon ami, entre guillemets. Et il se trouve que son père fait l'école avec papa au début des années 50 et apparemment papa était d'ailleurs son pion. Mais moi je ne suis pas du tout ton pion, tu seras mon pion. Et chemin faisant, je découvre que nous avons 10 ans, comme on dit, parce qu'il y a un poème d'ailleurs où on dit sans du lit. Et nous avons 10 ans puisque mes neveux sont des Wan. Et c'est son oncle qui est mauritanien. Et il se trouve que son père est né à 65 km de Bogué, du côté mauritanien. Et moi, je suis d'origine mauritanienne. Qu'est-ce que ça détermine? Ça détermine quelque chose d'extrêmement important pour moi. Aujourd'hui, un livre nous rassemble. Ce n'est pas du tout l'amitié ni la parenté qui nous rassemble, non. C'est le secret des nuages. Donc nous sommes peut-être de l'autre produit, puisque nous venons de la vallée du fleuve Sénégal. Et on ne peut pas ne pas être poète si on est né au bord de quelque chose qui coule, puisque la poésie coule. Et même les nuages permettent de dire que ça coule. J'avais écrit quelque chose, puisque je me prends très au sérieux. Quand on me demande, et je ne blague plus, je n'ai plus le temps de blaguer. Soit on réfléchit sur ce que nous sommes en train d'écrire pour faire avancer la réflexion et ouvrir de nouvelles perspectives pour les autres, sinon on arrête. Si je prétends, je ne suis pas professeur, mais si je prétends à exercer mon métier, je dois aller au cœur des choses, enfin tenter d'aller au cœur des choses pour me permettre aussi d'échanger. C'est important pour moi. Donc, c'est pourquoi j'ai eu plusieurs entrées
Je n'aime pas le fil conducteur généralement. Je parle sous le contrôle du professeur de littérature que je respecte beaucoup, Ibrahim Ouane. Je n'aime pas du tout un fil conducteur. Le fil conducteur nous perd. Il faut chercher plusieurs fils. Quand on est dans le fil conducteur, on perd son temps parce qu'on ne voit pas les fenêtres. Et moi, je suis entré par la fenêtre musicale puisque lui, il est trompettiste. Et avant cela, j'ai repéré des choses, puisque aussi la poésie, c'est une topologie, c'est une marche. Je vous ai dit tout à l'heure qu'être né au bord d'un fleuve, ça signifie l'écoulement. Donc lui, il a écrit les textes à plusieurs endroits. Et c'est important, parce que ça détermine quelque chose. Et j'ai relevé peut-être quelques endroits de Dakar, 31 mai 2015, page 26. Et il y a même un poème qui s'appelle Ndakaru, 61, Dakar, août 2017. Et il y a un Mbumba, page 44. Donc il y a un chevauchement de topologie qui détermine quelque chose d'extrêmement important, le cheminement de l'homme lui-même. Il n'est pas en train de chercher des racines quelconques, mais il détermine quand même quelque chose, puisqu'il faut... Bon, j'ai l'habitude de dire maintenant que la mémoire n'est pas généalogique, elle est géologique, parce qu'il cherche une certaine géologie, et qui se détermine d'ailleurs par le Wandé, dont il parle dans Mbumba. Le Wandé d'où est sorti, disent-ils, le nom des Wan. Je le dis devant les Wan. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est autre chose. La poésie, elle est terriblement sociale, puisqu'il n'y a que des individus à l'intérieur de ce texte. Il y a une population. Il a ramené une grande population à l'intérieur. D'abord, la dédicace, c'est à Mwakoudou et Binta. Il y a Antoine Comte. Il y a les musiciens, naturellement. Je vais parler de la musique tout à l'heure. Il y a Tchet, Bird, Monk, Vilmonide, Chopin, Mohamed Talmat, Amadi Alidjan. Et je crois même que Sankara est dedans, puisque Faso c'est Sankara. Mais il ne l'a pas nommé. Il y a Ousmane Sow. Il y a les frères Moudou, ils pensent à ceux qui sont dans la rue. Il y a Boris Vian, qui l'a influencé, Mathilde, pour la trompette. Et il y a deux individualités extrêmement importantes, et ça va me permettre d'aller vers ce que je vois à travers cette poésie. Il y a Joachim et Boulou. Ce sont des artistes. Et heureusement qu'il m'a raconté une petite histoire de poème qui, comment ça s'appelle, le truc de minuit, le congrès de minuit, et qui est extrêmement intéressant, une anecdote intéressante, et qui m'a permis de mieux comprendre que dans la poésie, malheureusement les gens fuient la poésie puisqu'ils pensent que c'est rose. Ils pensent que ça parle de sentiments. Ils pensent que c'est des pleurs et c'est l'individu, l'écrivain qui se renferme sur soi. Effectivement, il y a une forme de renfermement puisque c'est des mots. C'est pourquoi c'est très difficile d'interpréter la poésie. D'autant plus que moi je suis historien. Peut-être que ces derniers temps, je m'intéresse à la poésie comme étant au document poétique, comme étant un informateur aussi de quelque chose. Surtout, un historien qui veut comprendre la mémoire, j'ai compris, après avoir lu des littéraires, bien sûr, le professeur Mamadouba, son livre sur Césaire, j'ai compris que l'historien doit impérativement utiliser la poésie, puisque ça lui permet de surprendre les mémoires. Puisqu'elle jette des mots, c'est pourquoi... D'ailleurs, si vous lisez, il n'y a aucune ponctuation. Enfin, il y a 3 types de ponctuation à l'intérieur, virgule, 3 points de suspension, point d'exclamation. Il n'y a aucun point qui ferme les phrases, puisque tous les poèmes sont ouverts. C'est de la poésie sociale. Je crois qu'il a ouvert toutes les avenues. Et à chaque fois, il y a des jeunes qui disparaissent. Et ce qui est important, je vais le mettre à l'intérieur, puisque je parle des enfants. Il parle de notre journée d'aujourd'hui. À la page 29, il parle de notre journée d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi les écrivains sont des magiciens souvent. Oh, Messi. Enfin, il parle de Messi, le footballeur.
c'est un jeu de mots. Vent fort, éclair magique, pluie nocturne sur un océan de pauvreté. Il profite de parler de la pauvreté, mais moi je vois le football dedans, puisqu'il y a football. Demain, ils ne joueront pas au football. Mais aujourd'hui, on n'a pas joué au football, puisque hier, ce n'était pas possible pour nous. Et il en parle dans un poème, puisque c'est ça les auteurs aussi. Et je crois que nous aussi, nous devons, enfin, de plus en plus, peut-être c'est exagéré souvent de faire des interprétations de ce genre, mais on doit lire les textes de nos auteurs en fonction des contextes dans lesquels nous sommes, pour qu'on puisse comprendre réellement ce qu'ils rendent compte. De quoi rendent-ils compte? Parce qu'il nous faut, aujourd'hui, tout le monde veut que ce Messie du football revienne. Alors que lui, à la page 29, il avait dit « Oh, Messie !» Mais il a mis de l'eau, parce qu'il veut voir des nuages partout. Parce que c'est un grand revient sur terre. Cher cousin. Donc, je crois que, pour aller vite, je ne sais pas, pour justifier aussi mon comportement, pourquoi je privilégie ce type de lecture, puisque nos dédicaces ne doivent pas être un camp de l'image. Je m'excuse de le dire, ce n'est pas une critique, une mauvaise critique, mais je suis les dédicaces. Et je suis en train d'y réfléchir. Nos dédicaces ne doivent pas apparaître comme des guentels où les gens viennent se rencontrer. Non, il faut acheter les livres. Il faut acheter des livres, sinon nous on continuera à écrire même si vous n'achetez pas. Je m'excuse le public. Achetez des livres, parce que nous on n'écrit pas pour qu'on nous achète. Mais quand on convie à une dédicace, il faut que chacun parte avec son livre dédicacé. Et je crois que c'est important. Et si je prends donc cette démarche de lecture, c'est que je m'inspire aussi de ce que je lis et ce que je fais. Parce que j'ai 5 recueils de poèmes quand même. J'écris de la poésie. Et je m'inspire beaucoup de ce que Umberto Eco nous dit. Il nous dit, quand on a un texte à questionner, il est hors de propos d'interroger l'auteur. En même temps, le lecteur ne peut choisir n'importe quelle interprétation fondée simplement sur sa fantaisie. Il doit s'assurer que le texte, d'une façon ou d'une autre, légitime et même encourage une lecture particulière. Parce que si nous n'allons pas vers ces lectures particulières, qui permettent, même si souvent on utilise des mots difficiles, si on ne va pas vers cette lecture particulière de nos textes, nous ne pouvons pas faire ce qu'on dit en wolof, toj affaire bi. Il faut ñu toj ko, ñu génn ci dara, parce que ku léegi li du comprendre dara. Rupture, plus de mort sur un amour déserté, mauvais temps pour l'homme libre. Je peux le dire avec toutes les intonations possibles, puisque en réalité, c'est une pièce de théâtre, avec tous les personnages que j'ai cités. C'est une pièce de théâtre, et en plus, c'est des tableaux, puisque c'est ça qui m'intéresse maintenant quand je lis les auteurs. Je traque les couleurs qu'ils utilisent pour comprendre exactement s'ils rendent compte de la réalité que nous sommes en train de vivre. Et vous savez bien que les couleurs portent à équivoque. Et le débat est là depuis quelques semaines, pour des t-shirts. Donc, je traque aussi les couleurs. Et ça, nous devons le faire systématiquement. Je m'excuse, je dois le faire systématiquement. Parce que le poème Révolution, c'est un tableau. Et un autre. Révélation, sculpter des mots. Déjà, la sculpture est là, puisqu'il appelle Ousmane Sow à l'intérieur. Comment donc sculpter des consciences maltraitées? C'est ça le problème. Mais il nous donne une piste, puisqu'il dit qui défie la précieuse ouate d'un pouvoir sans tête. Moi, j'ai vu une sculpture avec un pouvoir sans tête et des personnages derrière, une allégorie, une fresque. On peut rêver dans un poème. Et je crois que c'est ça qui permet justement de créer ce qu'on appelle de la connaissance. Pour qu'on puisse la transmettre aux autres, il faut une tête à faire.
Puisqu'en réalité, le poète, l'écrivain, c'est comme un philonge. Moi, je vous dis sincèrement, je fonctionne comme ça. Je ne fais pas de dédicace puisque je ne sais pas. J'accouche et c'est fini. La césarienne est finie. Je commence un autre ventre. Je commence un autre ventre. Non, je dis un autre ventre. Me bire quoi. Me bire tout le temps. Et donc, il faut se mêler. Si ça fonctionne comme cela, il faut qu'il y ait des gens derrière pour surveiller justement ce bébé qui vient de naître. Et c'est ça le rôle, je m'excuse, c'est ça le rôle, si je suis payé pour ça. Si je ne fais pas ce que je fais, c'est que je suis payé pour rien. C'est moi, en tout cas, personnellement, c'est mon option, et je suis persuadé que dans ce pays, il y a énormément d'individus et d'individualités qui pensent comme moi. Tant que nous ne réfléchissons pas sérieusement sur ce que nous écrivons et ce que nous disons dans l'espace public, nous aurons des problèmes. Je ne suis pas là, j'ai l'habitude de dire que je suis un policier en anthropologie, mais ce n'est pas ça en réalité. Je ne surveille pas ce qu'il fait. Je sais tout simplement de voir est-ce qu'il y a possibilité de sortir quelque chose qui puisse nous permettre d'aller de l'avant et de donner goût aux autres qui arrivent, le goût de la lecture et le goût de l'écriture. J'ai cherché là le poème que vous avez tout à l'heure. Oui. Pour vous dire que c'est un tableau, moi comme je dessine, je l'ai esquissé un tout petit peu. Sur la femme. Donc, beauté africaine, perles nacrées. Déjà, vous voyez des perles. Elles sont là sur votre table. Qui incarnent l'harmonie de l'objet précieux. Il parle de l'or. Donc, page 23, il y a des perles nacrées avec de la poudre d'or peut-être, ou bien un morceau d'or à l'intérieur, sur un cou gracieux. Donc, comment on appelle ça? C'est un collier qu'on peut dessiner, et on peut dessiner la dame. Et j'ai tenté de le faire. Pour vous dire tout simplement que la poésie recèle énormément de choses qu'on peut utiliser et qui peuvent qui peuvent nous permettre de renouveler pas mal de choses. Les rapports que nous avons avec les choses, il faut qu'elles changent, parce que nous sommes dans un environnement qui change. Donc on doit poser de nouveaux regards sur ce que les auteurs font. Et n'ayez pas peur des mots, puisque normalement, dans la société, il y a des gens qui sont payés pour expliquer les mots par leur entrée. Je m'excuse d'avoir été long. Je remercie le cousin et je remercie l'assistance aussi. Almami. Donc, mes chers amis, bonsoir. Merci d'être venus tous pour parler des nuages. Je suis heureux de vous voir ce soir, aujourd'hui, pour parler du dérèglement climatique et toutes ces choses. Avant tout, je vais vous dire pourquoi j'ai appelé ce livre Le secret des nuages, parce que, et d'ailleurs j'ai fait une recherche sur Internet qui m'a bouleversé, parce que quelqu'un a déclaré, un scientifique norvégien, que les nuages décidaient du dérèglement climatique. Et à l'issue de ça, il a eu beaucoup de difficultés, il a été attaqué par beaucoup de gens, et il a même fait une crise cardiaque. Donc, pour vous dire, hein, parce que si c'est vrai, ça veut dire que les industries peuvent continuer à polluer, hein, n'est-ce pas? Ça remet en question tout le fonctionnement en tout cas toute la théorie industrialiste. Alors un jour j'étais dans un avion survolant les îles du Cap-Vert en provenance de Paris pour venir au Sénégal, et dans ces merveilleux charters où il y avait beaucoup de retraités et français, que j'aime bien d'ailleurs. Je le dis juste pour
pour marquer le coup, parce que j'ai eu d'excellentes discussions avec eux parfois dans l'avion. Hein. Et je leur avais même consacré dans Les Larmes du Soleil, donc mon premier recueil Poésie sociale, en 2015, que j'avais publié au Sénégal. Et je leur avais consacré un poème intitulé L'immigration en charentaise. Et donc voilà, et c'est dans ce contexte, dans cet avion, donc, pour revenir à ma définition, que j'ai aperçu dans un ciel magnifique, nous étions au-dessus des nuages, donc j'ai vu que les nuages épars, magnifiques, en dessous de l'appareil, avaient des ombres qui se formaient sur la mer. Ça c'était étonnant de voir ça. Je me suis dit, tiens, une ombre, les nuages ont une ombre, donc je me suis dit que peut-être que, pourquoi pas une âme, et si elles étaient vivantes. Donc ça nous ramène à notre Norvégien, hein, en difficulté. Autant de questions qui m'ont poussé à me demander et même à me convaincre qu'ils avaient des secrets bien gardés. Les nuages ont peut-être des secrets bien gardés. La pluie, on sait comment ça se passe. Et le titre était né dans mon esprit. Voilà, et souvent on a survolé aussi le détroit de Gibraltar où on pouvait voir des navires, plein de navires, des centaines, enfin disons des vingtaines de navires comme ça, donc les marchandises circulent. J'imagine nos enfants flottant sur la mer, sur l'eau, avec le sang du lieu qu'on ne voit pas. Parce que vous savez, les Sénégalais ont peur du sang, c'est vrai. Mais le sang qui coule dans la mer ne se voit pas. Il ne se voit pas, donc il fait moins peur. Et en pirogue, je les imagine toujours en pirogue. Étrange paradoxe, ces migrations nécessaires et absurdes. J'ai voulu aborder ces questions dans ce livre. Le dérèglement climatique, comme je l'ai dit, qui change les saisons, pèse sur la vie des gens qui deviennent de plus en plus pauvres, obligés parfois de quitter leur terre natale. Donc, c'est tout cela que j'ai essayé d'aborder dans ce livre, où la femme est présente, les mères, nos mamans et nos sœurs, dans le commencement. Je vous le lirai d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Je peux même le faire maintenant. Commencement. Belle silhouette aux 1000 arcanes, siège de la fertilité, aux collines féminines, d'où jaillissent les parfums sucrés de la vie. Et j'ai parlé aussi de la politique qui broie les âmes dans nos contrées, cette férocité, ce cynisme reproducteur, cette cruauté raffinée. Politique tous les jours, incontournable dans nos vies. Nous vivons que de politique dans nos contrées et ça fragilise la société, bien entendu, et surtout les personnes. Poésie sociale. La première fois que j'ai écrit poésie sociale sur un de mes livres, j'ai eu comme une sorte de frayeur, parce que je me suis dit, mais on va me dire que... D'ailleurs, un ami m'a dit, mais pourquoi poésie sociale? Je sais que Miles Davis, que j'aime beaucoup, et qui m'a influencé, et non Boris Vian. Boris Vian, je l'aime bien aussi. Miles Davis, non, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est Miles qui inspire Boris Vian, qui nous inspire tous les deux. Miles disait de jazz que c'était une musique sociale. Voilà, et donc, fort de ce constat, j'ai décidé que j'allais essayer d'écrire une poésie sociale.
parce que j'utilise le matériau poétique, du moins le décor poétique aussi, pour aborder des questions de société en prose ou en vers libre, ce qui donne une démarche, ce qui me permet d'avoir une petite touche militante et d'aborder avec férocité des terrains politiques. Et Camus le disait, à énergie égale, la vérité est supérieure au mensonge. Donc j'essaie modestement de donner de l'énergie à la vérité. J'aime bien aussi dire, la poésie sociale est un cri. Peut-être le cri d'un militant à la recherche de ses semblables. J'en ai trouvé un là déjà. Et j'espère parmi vous. Finalement, c'est ça le but du jeu. Être à la recherche de ses semblables. Aller vers les hommes avec humanisme, accentuer notre goût pour l'homme, sans lequel, comme le dit toujours le même Camus, la vie serait une immense solitude. D'ailleurs, je ne sais pas lequel c'est, mais il y a un poème dans lequel je parle de l'oxygène en vente libre. Oui. Et qu'un jour, ils n'auront plus personne pour vendre de l'oxygène. Ils vont tellement polluer qu'ils n'auront plus de clients. Pour acheter. Il n'y aura plus personne pour acheter. Voilà, pour acheter. La solitude rend méchant. Oui, parce que beaucoup de gens pensent que les artistes créent parce qu'ils sont seuls dans leur coin. Mais non, les artistes créent parce qu'ils sont dans la société, parce qu'ils sont avec les gens, parce qu'ils entendent et peut-être qu'ils chassent les échos secrets de la vie. Comme tu disais, cher ami. Et un de mes grands amis disait, aujourd'hui il n'est plus de ce monde, François-Xavier Verschave, il disait, il faut organiser la paix et d'abord, avant tout, il ne faut pas nuire à autrui. Une forme d'humanisme aussi. Et j'aimerais terminer en vous lisant une phrase merveilleuse que j'ai trouvée, une citation merveilleuse que j'ai trouvée par le hasard de la lecture de Edgar Morin, c'est d'Edgar Morin, le sociologue, qui a dit ceci. Je cite, « La vie a deux pôles. Le prosaïque, c'est-à-dire les choses qui nous emmerdent et que nous sommes contraints de faire pour survivre. Et le poétique. Or, la vie, c'est la poésie. C'est de l'effusion. C'est de la communion. C'est de l'amour. C'est de la fraternité. » Et il continue, et précisément cette poésie, c'est cette poésie que les politiques ont perdu de vue. Et il conclut en disant, donnons un sens prophétique au vers d'Hölderlin qui dit, je cite, poétiquement, l'homme habite la terre. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Et si vous le souhaitez, je vais faire comme j'ai fait dans cette belle ville de Vienne que je connais bien, en Autriche, où une amie écrivaine avait organisé une lecture. Et j'avais choisi quelques poèmes à lire. Il y a Forêt Noire. Hein? Ah, Forêt Noire, voilà. Forêt Noire, voilà. Page 36. 36. Charbon contre butane.
de conscients braconniers qui distillent les métastases dans les forêts verdoyantes. Demain, l'oxygène en vente libre et ils auront très peu de clients. Voilà pour la pollution maximale. Vous savez, le monde est en train de surchauffer dans tous les sens et il y a des nationalismes qui naissent en Europe par exemple et même aux États-Unis. On a un président américain qui est lui-même. On n'a jamais vu quelqu'un faire comme ça. Bon, il dit tout ce qu'il veut, quand il veut, et il n'y a plus de règles, il n'y a plus de sciences politiques, il n'y a plus rien, il n'y a plus de protocole. Non. Ça, c'est pour évoquer juste le nationalisme. Je ne vais pas rentrer dans le trumpisme du week-end. Hein. Et il y a à côté l'Europe des lumières éteintes. Provisoirement peut-être, mais lumière éteinte quand même. On voit en Pologne, on voit en Hongrie, on a vu récemment en France, un peu partout, des nationalismes qui naissent comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'idéologie particulière. Il y a un nationalisme, celui qui avait été combattu et terrassé en 1945. Le fascisme est devenu quelque chose de normal, tout à fait normal. J'ai même un jeune étudiant qui m'a dit qu'il était salviniste. J'ai dit, bienvenue le fascisme tropical. Hein. Et je lui ai souhaité de ne jamais devenir président de la République. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a donc ces nationalismes, et puis il y a celui qui est au Brésil, le nationalisme brésilien. On ne sait pas, c'est compliqué. Les hommes maintenant se recroquevillent sur eux-mêmes et parlent de leur nation, d'eux-mêmes et tout ça, alors que au même moment, les marchandises circulent. Mais devant tout ça, il y a quand même une volonté de la part des hommes, parce qu'il y a toujours l'espoir de changer les choses. J'en ai parlé ici une fois, il y a 3 ans, je crois, lors d'une autre séance de dédicace, qu'il y avait les nuits debout à l'époque en France, où il y avait toutes sortes de débats sur la justice climatique. L'injustice climatique, ça dépend, l'injustice sociale, tout ça, et donc c'est le tremplin aux gilets jaunes, avec des gilets noirs maintenant, avec nos frères sénégalais africains qui sont en France, qui ont attaqué, qui ont occupé le Panthéon l'autre fois. Hein. Toutes ces choses, et il y a des corrélations, il y a une interdépendance. Ces migrants qui s'en vont et qui prennent leur courage à deux mains et qui y arrivent parfois. Et parfois, ils ne reviennent pas du tout. Et nous, on ne dit rien. Pendant que le monde est en ébullition, nous, on ne dit rien. C'est pour ça que nous essayons de parler de tout ça. Donc, tout ça pour revenir à cette belle ville d'Autriche, qui est Vienne. Et je l'ai consacré ce poème, Paris viennois, Paris... Je revenais de Paris, c'est vrai, mais Paris viennois sans la S. C'est Paris comme le loto. Hein. Et je disais, j'atterris sur les rails d'une ville silencieuse et pieuse, blanche, comme cette neige chaude de 1000 humanités ressuscitées, alors que les fourmis se cachent dans la forêt. Alors, les fourmis, c'est peut-être les migrants. En tout cas, je me considère dans cette ville comme une fourmi. Et bon courage, trouver une fourmi dans une forêt. Bon courage, hein? Surtout si c'est une fourmi sénégalaise. Alors, autre chose, dans le même contexte, dans la même lancée, Berg-Ahorn résolution. Parce que il y a un parc là-bas qui est intéressant, j'y vais de temps en temps, et j'ai trouvé un arbre là-bas, je ne sais pas, j'ai été attiré par cet arbre. Chaque fois que je suis passé devant cet arbre, il s'est passé quelque chose. J'ai senti qu'il y avait quelque chose avec cet arbre. Et je me dis, mais... Alors, j'ai décidé, bon, désormais, si j'ai des choses à dire, comme je m'ennuie beaucoup, parce que
Parce que bon, je parle pas l'allemand, un peu anglais. Souvent, je suis souvent seul. Bon, il m'arrive de ne pas m'ennuyer. Je vous rassure, hein. D'ailleurs, j'aime cette ville. Et donc, devant cet arbre, je viens et je parle à l'arbre. Je lui dis, bon, désormais, je vais me coucher un peu plus tôt. Désormais, je ne vais plus regarder les gens dans le tramway. Et j'espère que je vais faire ceci, cela. Et c'est pour ça que le titre, c'est Bergauer Resolution. Un peu anglais. À cet instant, mon corps chante l'équilibre sur la route caoteuse de ma jeunesse dorée, parce que quelques-uns d'entre vous sont là, quelques-uns de mes amis d'enfance. Nous avons une jeunesse dorée, n'est-ce pas? Nous pouvons le revendiquer. Il ne faut pas avoir honte d'avoir été heureux quand on est enfant. Nous le fûmes. Des jeux d'enfants, des matchs de foot interminables et la quiétude familiale. C'est ce que je souhaite pour beaucoup de Sénégalais qui sont obligés de voyager. Donc, sur la route caoteuse de ma jeunesse dorée, je fredonne en silence les sons de mon jazz préféré, Chet, Bird, Monk, Billie Holiday. Dans le village au ciel latéritique, les côtes bleues blues milésiens accompagnent les notes finales sous l'arbre du destin. Les Autrichiens ne savent pas que j'ai un arbre à moi chez eux. Je suis très content, moi, d'avoir. Ils ne sont pas au courant. Ils peuvent dire, qu'est-ce qu'il fait dans la rue, celui-là? Et ils ne savent pas que tu parles aux arbres également. Exactement. Mais d'ailleurs, à propos de ça, lors de la dédicace de ce livre à Paris, une dame est venue me voir en me disant, monsieur, donc, vous parlez aux arbres. Et là, j'étais inquiet. Et j'ai dit, mais oui, madame, oui, effectivement. Et il y avait mon cousin Oumar Fall qui était là, à côté. Il dit, mais oui. Il dit, est-ce qu'ils vous répondent? Et je lui dis, mais non, jamais eu de réponse. Elle me dit, les miens me répondent. Ah bon, d'accord. C'est magnifique. Alors j'étais content. Et elle me dit, les miens me répondent. Mes arbres me répondent. Parce qu'au début, je croyais qu'elle allait me faire une remarque. Comme oui. Quoi, j'étais un peu... Qu'il y aurait 2 dossiers médicaux. Voilà, exactement. Est-ce que ce n'est pas une allégorie pour te taquiner? Alors, je veux lire ça. Là, je vais faire mourir là, parce que... Fenêtre close. Ils aiment leur... Page 26. Ils aiment leur maison. Ils aiment leurs femmes. Ils aiment les films fantastiques. Ils aiment leur voyage sans fin. Ils aiment leurs chiens. Ils aiment leurs enfants. Ils aiment les banques discrètes. Ils aiment les restaurants de la ville baroque. Ils aiment les cocktails. Ils aiment le calme des quartiers sécurisés. Ils aiment le désordre économique. Un enfant des rues s'est éteint doucement au clair de lune. Dakar le 31 mai 2015. Mais voilà. Une guerre. Page 31. Abandon, sacrifice, artifice. Pactole ronflant des paradis fiscaux. Ville feutrée et calfeutrée où s'éteignent des clochards déshumanisés. Le climat des anges, page 35. Verticales industries, prospères et nucléaires. Productivité dopée par la guerre économique. L'Afrique dépossédée. À l'heure de la justice climatique qui a doucement supplanté la justice sociale. Les voix du silence, page 54. Il pleut des cordes. Il pleut sur nos illusions panafricaines. Il grêle sur nos tam-tams empoussiérés.
nos Corans sont muettes, tandis que le paysan arpente l'asphalte de la ville fantôme, les yeux hagards. Ça me fait penser à Dakar la nuit. À Dakar la nuit, il n'y a personne. Il n'y a personne, il y a juste, passez-moi l'expression, que des éclopés, des lépreux, des mendiants. C'est une ville fantôme. Une imposture urbaine. Oui, On peut le dire. tout à fait. Mais les géographes confirmeront. Mais nous aimons notre ville. Hein. Nous n'allons pas. Voilà. Ah, Sturm Alarm. Vous savez, en Autriche, il y a une fête au début de l'hiver autour du raisin et tout ça. Ils fabriquent un breuvage qui fait des ravages, qui s'appelle Sturm. Et quand on met Sturm Alarm, ça veut dire que, bon, les gens, ce soir, les gens vont beaucoup boire. Et donc, ça m'a inspiré pour écrire ça. Non pas que j'ai pu goûter à ce Sturm, mais que, bon, voilà, j'avais mes yeux pour regarder. Et une mémoire qui transmet. Faites vos jeux. Il neige en Afrique. Des flocons d'argent. Tandis que le soleil irradie des ours polaires, un monde détraqué libère des marchandises intelligentes au moment où des industries insolentes se moquent de l'injustice climatique. Voilà, je vous remercie. Merci, Almami. Maintenant, la parole est au public. On va ouvrir une liste. Comme dit Almami, j'ai une obligation sociale. J'ai la fille d'un ami qui s'est marié aujourd'hui et dont je suis le parrain. J'étais à la mairie, je dois retourner pour l'accompagner. Ne vous inquiétez pas, je ne partirai pas comme ça. Alors c'est pour parler d'Almami parce que il fallait que je sois là aujourd'hui, c'était presque une question de vie et de mort. C'est mon cousin germain du côté de mon père et de ma mère. Ma mère Ewan, mon père Ewan. Et j'ai un lien particulier avec son papa. Je crois qu'Abdelrahman en a parlé tout à l'heure. Mais ça, c'est juste pour parler de l'ambiance familiale. Mais en réalité, Almami est un ami à moi, que je fréquente régulièrement. Il nous arrive de passer des nuits entières jusqu'à l'aube à discuter, pas pour refaire le monde, parce que pour moi cette question elle est dépassée. Pour parfaire le monde, c'est très prétentieux, parce que parler avec Almami, il faut avoir des ressources. Quand tu discutes avec Almami, alors il faut tenir au moins 5 rounds si on est en boxe. Parce qu'en réalité, Almami, la famille l'avait envoyé pour faire des études de commerce. Almami nous est revenu politologue, essayiste, et cerise sur le gâteau, poète, quoi. De toute façon, c'était normal parce qu'il a vécu chez des parents qui étaient extrêmement ouverts, que je connais. Mon oncle, ton père, ta maman, Binta Diaw, dans une famille d'intellectuels. Et qui nous ont tous couvés. Je pense que si Dr Boissy est là, je pense que nous avons tous passé dans cette maison où les après-midi, il y avait un grand tableau là, voilà. Papa attendait que, voilà, est-ce qu'on on révise nos leçons. Dr Boissy est là, tu confirmes? Donc, il est né dans une ambiance, pour moi, magnifique de l'époque. Je parle un peu avec nostalgie, mais je reviens à toi, Almami. Ton livre s'appelle, le dernier, celui-là, Secret des nuages. Moi, j'ai la prétention d'être poète. J'ai choisi d'écrire en pulaar. Je suis poète en pulaar et en wolof. Par délectation. Parce que je sais qu'écrire en français, mais au pays de Senghor, quand même, quoi, il faut être Almami Wan vraiment pour l'oser le faire. Moi, je n'ai pas ce courage. Et je me délecte du pulaar et du wolof.
qui me semble maîtrisé. En réalité, Almami, le secret des nuages, je vais te dire une chose. Je vois mon cousin Maître Kane qui est là. Nous qui sommes du Fouta, qui sommes nés et grandis, et qui avons grandi au Fouta, toutes les chansons, pour ne prendre que Baba Mal, elles commencent où elles se réfèrent au ciel. Yam Djengi, Kode Nyari, Ndogu Foini. Et même à la mort, on convoque le ciel, les nuages. Quand Baba Mal chante Samba Thiam, pour lui rendre hommage, celui qui l'a mis le pied à l'étrier, il wonde, il d'où les Tchaï. Et on oublie que le Fouta, en fait dans tout le Sahel d'ailleurs, il y avait une science, ce n'est pas de la cartomancie, ce n'est pas de la géomancie, de l'oniromancie. On pouvait faire de la divination rien qu'en regardant le ciel. Je pense que les gens de Djolof l'ont encore. Je n'en suis pas sûr. Bref, pour te dire, mon cher ami, combien je te porte dans mon cœur, pas pour des raisons familiales, elles sont évidentes, imbriquées et inextricables. Parce que tu n'es pas seulement du Fouta, tu es un prince du Cayor, pour ceux qui le savent. Prince de sang. C'est une digression que j'ai faite. En réalité, tu as la totalité de ce pays. Tu es du Cayor, tu es du Baol, tu es du Djolof, tu es du Walo. Je ne parle même pas du Fouta Toro. Mais ce qui me charme en toi, c'est l'intellectuel debout. Parce que moi aussi, j'ai ta véracité de parler des intellectuels couchés. Toi, tu es un intellectuel debout. Quand il fait des nuits noires, pour assumer ses convictions, dans les années 2000, je pense qu'il fallait être à Mamiwan pour le faire. Et ce n'est pas une affaire de courage, parce que nous sommes nés dans le courage. Nous sommes une terre de courage, nous, Sénégal. Le courage, c'est une passerelle. Nous ne sommes pas dans le courage. Nous ne sommes pas dans la témérité. Nous sommes dans l'assumation. Et là, je parle aux intellectuels. Parce que je n'ai jamais compris ce que ça veut dire, d'ailleurs. À 56 ans, je ne comprends toujours pas ce que ça veut dire intellectuel. Mais je sais au moins une chose. Qu'il y a des intellectuels debout, courageux, fiers et prospectifs. Je te remercie, Sédouane. On dirait à Bonsoir tout le monde. Et bonsoir à celui qui nous réunit ici aujourd'hui et qui est Almami Mamadou Wane. Je salue aussi les intellectuels de renom qui sont autour de lui. Il s'agit de Massam Mbaye, que tout le monde reconnaît, qui est un homme de presse, et de Ngaïdé, qui est un brillant universitaire. Alors, que dire après ce que nous avons entendu tout à l'heure? Je pense que j'aurais pu me passer de par la parole, parce qu'il a résumé tout ce qu'on aurait pu dire ici, aussi bien sur l'auteur que sur ses combats. Moi, je ne suis pas un homme de lettres. Donc, je ne vais pas trop m'aventurer à parler de littérature ou de poésie. Mon propos ne sera pas long, il sera bref. Et c'est pour, à l'instar de celui qui m'a précédé, complimenter l'auteur. Moi, j'ai connu Wane, qui est un parent, un cousin, par ses écrits. Et c'est pourquoi je pense qu'il dit écrire pour rester vivant. Lui, il est un homme vivant, un homme qui est entré même vivant dans la postérité. Je n'ose pas dire même dans l'éternité. Alors, nous, on l'a connu comme un essayiste critique. Critique et qui, justement, dénonce les injustices de la France-Afrique. Donc c'est à travers ça qu'on l'a connu et qui dénonce également les injustices même de notre société. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai été surpris de le découvrir comme poète. Je m'attendais moi à un ouvrage sur un de ces sujets de notre temps, bien que dans sa poésie,
il parle également de questions d'actualité, comme la justice climatique, comme tous les sujets qu'il a évoqués ici, que je ne peux pas citer. Alors, en le lisant, moi, il me rappelle deux auteurs. Il me rappelle David Diop. Et il me rappelle également Aimé Césaire. J'ai comme l'impression qu'il est une sorte de réincarnation contemporaine de ces deux auteurs. Et vraiment, j'ai parcouru le livre, je ne l'ai pas encore lu parce que je viens de l'acquérir, avec délectation. Moi, j'ai toujours aimé sa plume. C'est un homme qui a une plume extrêmement raffinée, une très belle plume, machallah. Je le lis vraiment, j'ai pris du plaisir, je dirais même de l'orgasme à le lire, pour même aller plus loin. Tellement que sa plume, elle est belle, son style est souple, il est alerte, il est évocateur, il est compréhensible. En tout cas, je voudrais, M. Wan, vraiment vous féliciter, vous encourager et vous demander, encore une fois, à continuer de rester vivant, c'est-à-dire d'écrire. Je vous remercie. Bonjour, toute l'assistance. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette invite. J'ai rencontré hier M. Wan. Il m'a dit, bon, je t'invite à une cérémonie dédicace de mon livre, La justice, Le secret des nuages. Bon, je me suis dit, bon, c'est la justice sociale. Je me dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça, une justice sociale? Bon, de toute façon, je vais aller voir ce que ça veut dire. Disons, à l'entendant au cours de votre propos et même des intervenants, j'ai pu comprendre effectivement ce que ça voulait dire, la justice sociale. C'est un thème d'actualité et tout. En fait, ça ramène à vos anciens livres. Mais ce que je voudrais aussi, que vous m'expliquiez une chose, hein, c'est à l'entame de votre propos, vous avez dit, c'est migration absurde et nécessaire. Bon, quand on dit absurde, les gens comprennent. Bon, disons le chavirement, par exemple, des bateaux, etc., la détresse, bon, les gens comprennent. Mais il n'a pas dit c'est migration absurde mais justifiée, mais il s'agit c'est migration absurde mais nécessaire. Je me dis, tiens, mais nécessaire, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a quelque chose d'étrange pour nous, d'inquiétant peut-être au-delà de l'océan, pour la métropole, et peut-être de politique. Et ce qu'il va nous expliquer, je voudrais simplement que vous nous expliquiez. C'est migration absurde et nécessaire. Voilà, et je vais arrêter là. Merci beaucoup. Aujourd'hui, de lire un peu le secret des nuages. C'est l'occasion aussi de dire à Romani qu'il a pu dire sans médire sur les mots, avec ces mots, les mots de la société, les mots qui nous veulent. Il mène un peu ce monde. Il a su dire, avec le secret des nuages, tout ce qui peut nous arriver demain, dans un temps proche, que nous négligeons, nous flirtons avec le danger d'une société en déconfiture, danger d'une société, comme il est dit, où l'éducation perd beaucoup de sa valeur. Quand il parle de nos enfants, qui sont aujourd'hui fixés sur les smartphones, qui ne voient plus le nord. Quand il parle aussi de la pluie de dollars, de centaines de milliers d'euros qui arrivent en Afrique sans que nous connaissions demain ce qu'on en fera et ce que ça détruira d'extraordinaire. Remercier Ngaïdé aussi pour son analyse. Je pense que c'est des poèmes qui sont ouverts. Ils sont courts, précis, et ça interroge beaucoup. Donc je pense que c'est un recueil qu'il faut acheter, qui est simple à lire. En peu de temps, j'ai pu le lire déjà, mais c'est très profond. Amener nos enfants à le lire, les aider à mieux comprendre. Et c'est juste pour dire qu'un ami est un ami d'enfance. Et je ne cesserai toujours de le remercier pour ce qui nous amène toujours à être debout. Nous resterons toujours debout, parce que c'est ça ce qui nous intéresse. Voilà, je vous remercie. C'est un cousin qui n'a pas, on ne se voit pas tout le temps.
Donc je ne vais même pas dire mon nom parce qu'on va penser que j'ai parlé parce que j'étais un Wan. Bon, je suis Abdrahman Wan. Et moi j'ai l'impression que, bon, j'habite pas le Sénégal, mais j'ai l'impression que mes rapports avec Almami sont rythmés par des séances de dédicace. Et ça me rassure. Parce qu'à chaque fois que je viens ici, on me dit, tiens, il y a Almami qui fait une séance de dédicace. Je dis, ah, on est dans la normalité, on est dans les choses normales. Il continue de vivre parce qu'il continue d'écrire. Et après, c'est assez fécond parce que je le vois très peu, mais il me pousse toujours à réfléchir. Et même si c'est une citation de Edgar Morin, quand il parlait entre le prosaïque et le poétique, j'essaie de m'imaginer où est-ce que je me situe. Professionnellement, mon épouse me dit qu'il faut être pragmatique, être concret. Donc moi, j'aimerais bien être un poète, mais je suis incapable, je suis incompétent. Donc, je ne peux pas. Et en même temps, je suis fasciné parce que je me dis qu'ils arrivent les poètes de façon générale, puis Almami surtout, ils arrivent à mettre des mots, des fois là où on a du mal à comprendre les choses. Et donc il y a une vraie utilité sociale. Et quand j'ai reçu l'invitation par le biais de mon beau-frère, qui est aussi mon cousin, mais c'est entre tout couleur, hein. On garde les choses dans la famille. Quand j'ai reçu, j'ai vu poésie sociale, j'ai dit, ah, maintenant il parle de société. Moi je pensais qu'il était que dans tout ce qui est satire politique, dans l'attaque, etc. Et finalement la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui n'est pas politique en fait dans tout ça? Et je me rends compte donc en parcourant très rapidement le livre que je n'ai pas encore lu, le recueil de poésie que je n'ai pas encore lu, c'est la plume est toujours là, elle est vivante, elle est très acérée, trempée dans l'encre de la critique de nos sociétés. Et on s'est dit, bon voilà, c'est ça l'utilité sociale, donc poésie sociale, ça me convient parfaitement. Maintenant, après, j'ai une question de naïf, quoi. J'ai une question d'un vieillard de 6 ans. Je me demandais, mais quelle est la logique de construction des différentes parties? Parce que je m'amusais bien, je voyais entre éducation et amnésie, il met un Dakar, je me disais, bon, j'espère qu'il n'y a pas de lien, sinon c'est assez inquiétant. Donc la question, c'est une question naïve. Comment on organise tout ça? Comment on définit? Est-ce que c'est le poète qui le fait ou c'est l'éditeur? Voilà. Et encore merci pour ce travail. Bonjour, je m'appelle Absatou, je suis aussi Alpoula, mais ça n'a rien à voir. En fait, je m'intéresse beaucoup à la poésie et d'ailleurs, je suis un peu littéraire. En maîtrise, j'ai fait un mémoire sur la poésie et la négritude. Donc j'ai pris les récits de Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor que j'ai traduits en anglais et en espagnol. Et je crois qu'avec des profs français très difficiles à l'époque, c'est quand même passé et ça m'a valu la mention. Bien. Quand Almami m'a envoyé un message pour me parler de sa dédicace, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la poésie sociale? Parce que j'aime bien la poésie, mais je n'ai jamais entendu parler de la poésie sociale. J'ai traité sur la négritude, etc., mais pas la poésie sociale. Et quand je suis venue, j'ai eu le temps de lire rapidement, et je pense que j'ai compris les mots de la société actuelle. Et je trouve que ce recueil est hyper intéressant, et ça me donne une idée, parce que à mes heures perdues, j'écris. Quand je ne suis pas dans le business, j'essaie d'écrire. Par contre, je ne sais pas, ce n'est pas une critique. Pourquoi il n'y a pas eu des thèmes qui se suivent? Je suis un peu comme le monsieur. Non seulement des thèmes, mais peut-être qu'il fallait mettre tous les titres qui avaient la même consonance ensemble. Je ne sais pas. C'était ça mon... C'était pour créer une certaine harmonie.
Bon, ça c'est après mon esprit un peu trop littéraire, non? Et linguiste. C'est ça. C'est juste ça. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Merci, c'était juste ça ma question. Oui, alors, je vais répondre à ça. Vous inquiétez pas. Tu as parlé de ces thèmes-là qui s'entrechoquent, n'est-ce pas? Oui. Et Dakarou, tu as parlé de Dakarou, n'est-ce pas? Éducation et amnésie, oui, d'ailleurs, oui, c'est ça. Mais c'est bien de dire, parce qu'en fait, voilà, moi je me demande toujours pourquoi ils sont allés à l'école, parce qu'ils ont oublié. La politique, c'est le paradis de l'oubli. C'est la sénescence proclamée. Et c'est... Ah oui, d'accord. Et c'est ça, on a l'impression que les gens ont oublié leur savoir. Est-ce qu'ils en ont jamais eu même de savoir? Est-ce qu'ils ont eu un peu de savoir un jour dans leur vie? C'est étonnant parce que, par exemple, Obama n'a pas oublié. Chaque fois qu'on le voyait, on sentait qu'il y avait quelque chose. Il y en a beaucoup d'autres comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas oublié leurs humanités. Mais, par exemple, dans notre pays, une spécificité, c'est ça, on oublie ce qui est écrit. On oublie les règles du jeu parfois. Voilà. Et le prisonnier est toujours abandonné. Voilà, c'est toujours comme ça. Et voilà, c'est... Et pour te répondre, je vais te dire que j'ai fait exprès. Je me souviens avoir vu l'harmonie qu'il pouvait y avoir et avoir joué contre l'harmonie, cette harmonie, justement. C'est vrai, hein? Parce que j'avais tout étalé sur le sol pour mettre l'ordre, pour choisir celui-là avant l'autre, etc. Et quand j'ai vu une forme d'harmonie, je n'en ai pas voulu. Parce qu'en fait, c'est presque... Bon, je le fais dans mon coin, hein. Je ne menace personne et je ne veux déranger personne. Mais la poésie sociale, c'est quelque chose de contre-courant, un peu. Et ce n'est pas... Voilà, si on est en musique, ce n'est pas de la musique classique, c'est du jazz. On improvise. C'est tout. Et je comprends ta question. Elle est pertinente. Merci. Et voilà. Et donc, cher camarade. Très bien, merci. Mais il faut que je vous remercie d'être venus. Oui. Tous. Je vous remercie parce que j'ai passé une après-midi du tonnerre avec vous. Je suis content. C'est vrai. J'ai entendu des choses extraordinaires de part et d'autre. Ça encourage, ça fait plaisir. Et puis, mais avant ça, avant de vous laisser partir, il faut que je vous lise un poème. C'est Dakarou. Dakarou. Voilà, Dakarou, je l'ai écrit parce que je passais mon temps à me plaindre dans la rue, dire mais regardez-moi ces calèches là. Toujours des calèches, tous ces mots de là, ils doivent rentrer chez eux, des choses fascistes comme ça. Et j'ai écrit ça pour me réconcilier avec les mots de parce que j'ai vu qu'en fait, c'est pas ça. C'était l'alternative au délire politique. Voilà. Être Modou, c'est ça. Le Modou avec sa calèche qui transporte comment on appelle ça, des briques, ou bien des poubelles, des détritus, ou bien parfois des canapés, d'énormes canapés parfois. Je ne sais pas si vous avez vu sur le net là, ce cheval là qui se cabre parce qu'il y en a tellement mis derrière que le cheval se cabre. Vous avez vu ça? C'est terrible. Et donc la maltraitance et tout ça, bon, tout ça c'est lié, mais on le fait pour survivre. Et donc je leur ai consacré ce petit poème intitulé Dakarou, parce que c'est vraiment Dakar. La calèche. Et ça, ce poème, je l'ai écrit parce que j'avais rendez-vous avec Bouna Medounse au Centre culturel français et que j'étais en retard. Et je ne savais pas comment m'excuser parce que j'avais un mauvais timing, il y avait trop de taxis là-bas et j'étais dans un taxi, au niveau de la ville, je n'arrivais pas à arriver au lieu de rencontre et j'ai écrit ça. La calèche sur l'asphalte entourée de chevaux fiscaux, des mots
DMX Modou pour transporter l'espoir à l'autre bout de la ville. Voilà, à mes frères Modou. Voilà. Et je terminerai parce qu'on est dans cette salle qui porte le nom de Amadou Ali Dieng, un oncle merveilleux qui... C'est encre chaude. 49, ok. Merci. Encre chaude, voilà. C'était un homme merveilleux parce que j'ai partagé avec lui de grands moments, discuté pendant des années, de 2003 à sa mort. En quelle année encore? Je ne sais pas. Ah, Il y a 13 mai 2015. 2015, voilà. Je me souviens que ce jour-là, nous parlions au Goethe Institut de l'Arbre du Soleil, poésie sociale numéro 1. Je venais de l'écrire et je l'ai lu. Et c'était très dur à lire d'ailleurs. J'avais mis dans la cuisine france-africaine, ce poème y est, et il figure, mais il y a intellectuel merveilleux. Mais ici, il devient l'oncle. L'oncle. Encre chaude, oncle désintéressé, austère et grave. Maintenant, la solitude désarticulée. Une vie ensoleillée pour semer un mille prometteurs. À toi, la terre friable comme ultime manteau. Voilà, parce que qui connaît Tonton Amadou Dieng sait qu'il avait toujours une écharpe. Très bien. Voilà. Je vous remercie d'être venu. Je remercie mes deux amis qui sont venus me soutenir aujourd'hui autour de ce livre. Merci. Merci beaucoup.